Vous trouvez peut-être que les militants écologistes exagèrent. Crever des pneus des SUV, mettre des choses dans les réservoirs, détruire des panneaux publicitaires, c'est toutes les choses qu'on doit faire. Peut-être que vous comprenez le ras-le-bol face à l'inaction climatique. La violence première, elle vient pas de nous. Elle vient du système, elle vient de l'État, elle vient de nos politiciens. Ou peut-être trouvez-vous que certaines actions desservent la cause. Certains messages ou certaines actions peuvent être contre-productives et peuvent couper une partie de la population de la cause ou du mouvement. La lutte pour le climat n'a jamais concerné autant de monde. Les manifestations rassemblent des centaines de milliers de personnes et les actions coup de poing se multiplient depuis cet été. Mais ces modes opératoires sont-ils compatibles ? Et surtout, quelles sont les actions les plus efficaces pour obtenir des réponses à la hauteur de l'urgence climatique ? C'est constamment cette balance qu'il faut trouver dans les actions. Est-ce que c'était assez fort, pas assez fort? Pour tenter d'y répondre, on est allé à la rencontre de beaucoup d'acteurs du combat écologique. On a interrogé ceux qui recherchent et communiquent, ceux qui manifestent. On a aussi suivi ceux qui désobéissent. Et puis ceux qui vandalisent. On a voulu savoir comment le militantisme climatique se réinvente, pourquoi il se radicalise et surtout quelles en sont ses conséquences. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour voir que l'activisme climatique déchaîne les passions. Ces gens-là, ils saccagent des champs. Cela relève de l'écoterrorisme. On est là tous ensemble pour lutter contre les mêmes projets. On lutte pas contre les mêmes projets. Il faut bien dire que ces derniers mois, les coups d'éclat s'enchaînent. Des grands événements sportifs sont interrompus, des enseignes sont taguées, des terrains de golf saccagés et des œuvres d'art sont aspergées de soupe ou de purée. Et il y a une vidéo que vous n'avez pas pu manquer. Le 14 octobre 2022, deux activistes du collectif Just Stop Oil jettent de la soupe de tomates sur un tableau de Van Gogh, se collent les mains au mur et récitent leur message. What is worth more? Art or life? L'art ou la vie? La question relayée par la militante fait le tour du monde, mais tout le monde, ou presque, parle surtout de la méthode. Question évidemment importante, mais qui ne s'adresse, et je suis désolé de le dire, qu'à un cercle de militants convaincus, voire de critiques d'art. Pour la majorité de la population qui ne fait pas partie de ces cercles, ils n'y verront qu'un acte de vandalisme ou qu'une sorte d'attaque contre l'art ou contre les musées. François Gemène est chercheur au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Depuis plus de 20 ans, il documente l'impact du dérèglement climatique sur nos sociétés. Ses rapports sont lus par les dirigeants du monde entier, il passe aussi beaucoup de temps dans les médias et il écrit de nombreux ouvrages pour commenter ses recherches. François Gemène est donc un chercheur engagé pour le climat. Mais quand il a vu la vidéo du jet de soupe, il n'était pas content du tout. Moi, ça m'a un peu découragé en me disant que ça allait faire énormément de tort aux objectifs qu'on essaye d'atteindre par ailleurs. On a donc deux personnes qui ne sont pas d'accord du tout. D'un côté, François Gemène, le chercheur, et de l'autre, le lanceur de soupe, plutôt activiste. Pourtant, ces deux personnes font partie du même camp à la base, celui qui lutte pour le climat. Mais ce camp, il est très large, et à l'intérieur, il y a plein de personnes qui cherchent à agir différemment. On peut les regrouper sur le spectre des modes d'action. François Gemène n'est pas à la même place que les lanceurs de soupe, par exemple. Ce spectre des modes d'action, c'est justement ce qui nous intéresse. Pour bien le comprendre, il faut commencer par faire un peu de sociologie. On retrouve des choses qui sont dans tout mouvement social. Dire ça marche par cycle. On a des cycles où la mobilisation s'intensifie, on a des cycles où elle décroît. Dans les cycles où ça s'intensifie, on a une forme d'inventivité qui est apparente, on parle de nouveauté, etc. Mais souvent, on recycle des choses qui existent déjà, mais on revient dans la rue, on parvient à réattirer l'attention de l'opinion publique, des médias. Aujourd'hui, l'activisme climatique est clairement dans un cycle de forte mobilisation. C'est pour ça que les modes d'action se diversifient. Et c'est pas quelque chose de propre à la lutte climatique, ni quelque chose de nouveau. Prenons un exemple historique. Dans les années 60, aux États-Unis, deux hommes se distinguent pour leur combat en faveur des droits civiques. Martin Luther King et Malcolm X. Leur objectif est le même, libérer la communauté noire de l'oppression des Blancs. Mais leur stratégie pour y arriver est complètement différente. Martin Luther King est un grand défenseur de la lutte pacifique et Malcolm X prône une réaction beaucoup plus violente. Mais leurs désaccords ne les ont pas empêchés tous deux de servir une même cause,
et d'en être des figures incontournables. Bon, gardez cet exemple dans un coin de votre tête, et maintenant revenons-en à la lutte climatique. Le cycle de forte mobilisation dont parlait notre sociologue juste avant, il a débuté en 2018. Lors de la COP24 en Pologne, une jeune militante suédoise de 15 ans se révèle aux yeux du monde entier. Greta Thunberg appelle les écoliers à faire la grève pour le climat. Naissent alors les Fridays for Future. Ils trouvent écho en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, au Canada ou encore chez nous, en Belgique. Le vendredi 25 janvier 2019, la jeunesse belge pousse 35 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Et 2 jours plus tard, ils sont plus de 70 000 à interpeller les dirigeants européens sur l'urgence climatique. Mon engagement, il a vraiment commencé grâce aux grèves pour le climat, qui ont débuté ici en Belgique en début 2019. Avant ça, je n'étais pas vraiment nécessairement engagée. J'avais déjà fait une marche pour le climat un dimanche, mais mon engagement a vraiment commencé en me disant pourquoi pas en fait directement rater les cours pour aller dans les rues et manifester pour le climat. Depuis ses premières manifestations en 2019, la vie d'Adélaïde Charlier a complètement changé. Elle est invitée dans tous les médias et elle a rencontré les chefs d'État les plus influents du monde. Bref, elle est l'une des principales figures du militantisme climatique en Europe, et si elle est à ce point exposée publiquement, c'est parce que le combat qu'elle incarne a eu un véritable impact. Les marches pour le climat et les mouvements des jeunes à la suite de Greta Thunberg ont été très importants pour faire rentrer le sujet du climat dans le débat politique. Avant 2018 ou 2019, la question du climat était encore volontiers considérée comme une question un peu à part. Et j'ai envie de dire que c'est à la faveur des manifestations des jeunes qu'on s'est rendu compte que vraiment le climat entrait de plein pied dans la démocratie, devenait un sujet de préoccupation pour les gens et donc devenait un vrai sujet politique au sens premier du terme. Le militantisme d'Adélaïde Charlier et l'engagement de François Gemenne ont eu un impact concret. En jouant un rôle de lobbying grâce à des manifestations et des travaux de recherche, ils se sont installés à la table des négociations et ont pu influencer les grands décideurs politiques mondiaux. Ils ont obtenu d'eux des avancées en faveur du climat et ils ont également réussi à rassembler beaucoup de monde autour de leur méthode. Les discours à la télévision, les marches pour le climat, c'est très inclusif et plutôt populaire dans l'opinion publique. Tout ça, c'est très bien, sauf que les rapports scientifiques nous montrent que l'urgence climatique s'accélère et que les réponses politiques ne sont pas à la hauteur. C'est ce qui pousse des militants à mener d'autres actions, potentiellement plus efficaces, mais aussi moins conventionnelles. Je pense pas qu'on arrivera à mettre beaucoup plus de pression uniquement avec des marches sur les politiciens aujourd'hui, sur le monde politique de manière générale. Je pense pas qu'on aura beaucoup plus d'avancées que ça, mais après, cette espèce de pression constante, on en a besoin. Pour moi, les différents moyens d'action, ils sont complémentaires et c'est là en fait. On a besoin des marches pour le climat qui gardent une pression constante sur les politiciens et puis on a besoin d'actions de désobéissance civile qui sont parfois plus radicales. Yuna Maret, c'est l'exemple type de la militante climatique qui a fait évoluer son activisme. Et là, dans ce qu'elle vient de dire, il y a plusieurs mots particulièrement intéressants à retenir. Cette espèce de pression constante. Les marches pour le climat permettent de maintenir la pression sur les décideurs politiques. Ils sont complémentaires. Mais en complément de ces manifestations, il faut d'autres actions. De désobéissance civile. La désobéissance civile, vous en avez sûrement entendu parler, ces termes sont à la mode quand on parle d'activisme climatique. Concrètement, la désobéissance civile, c'est refuser d'obéir à une loi que l'on trouve injuste. Ça peut se faire de plein de façons différentes et ça peut fonctionner pour toutes les luttes. Pour reprendre l'exemple de Martin Luther King, lui, il investissait des lieux interdits aux Noirs, notamment. Ça, c'est de la désobéissance civile. Ces dernières années, c'est le mouvement de résistance écologique britannique Extinction Rebellion qui a démocratisé ce mode d'action. Et pour bien comprendre à quoi ça ressemble, et surtout à quoi ça sert, on va suivre Yuna. Direction Feluy, à 1 heure au sud de Bruxelles, pour la plus grosse action de désobéissance civile de Belgique. C'est comme ça que présente son action la coalition Code Rouge. Elle regroupe différents mouvements qui luttent pour le climat, et leur premier gros projet de désobéissance civile donc, c'est de bloquer un entrepôt belge de Total Energy pendant tout un week-end. Top départ, 7h le samedi matin devant l'entrepôt de Total. L'entrée du site est bloquée par plusieurs centaines de militants. Ensuite, les militants libèrent les lieux. Pour eux, le coup est plus que réussi. Ils ont embêté Total, leurs messages sont passés, tous les médias ont parlé de la première action de Code Rouge. Je pense que c'était un moyen fort de
pointer du doigt Total Energy, un acteur aujourd'hui en Belgique, en tout cas, de la pollution, mais aussi finalement de la misère sociale, parce qu'on sait qu'ils ne payent pas leurs impôts, qu'ils payent très très peu leurs travailleurs. Et après, le mode d'action, il a été assez vite, il y a eu assez vite un consensus on a envie de pouvoir les embêter, donc c'est-à-dire vraiment bloquer l'accès à leur site, mais sans non plus justement commettre de violence ou de dégradation matérielle pour pas que notre action soit aller déforcer et que les seules, par exemple, couvertures médiatiques qu'il y aurait pu avoir sur l'action étaient justement sur cette dégradation matérielle ou ces violences. Ces actions de désobéissance civile regroupent de plus en plus de militants, même si elles restent excluantes dans le sens où elles sont risquées car souvent illégales. Ces actions ne sont pas aussi populaires que les marches pour le climat, mais elles permettent en attendant d'avoir un impact plus direct. L'objectif des manifestations, c'est d'influencer les lois. Quand ça ne marche plus, on les affronte directement. C'est l'objectif de la désobéissance civile. Mais au sein de la désobéissance civile, il y a plusieurs manières de faire différentes, plus ou moins radicales, plus ou moins dangereuses. On peut avoir des actions de désobéissance civile un peu plus offensives, un peu plus en masse, comme des blocages d'extinction rébellion qu'on a eu pendant plusieurs jours. Donc le but, c'est pas seulement de faire une petite action circonstanciée dans le temps avec une poignée d'activistes, c'est de bloquer le plus longtemps possible et avec le plus de monde possible, un axe, une administration, une institution, pour alerter et pour envoyer à ses responsabilités le gouvernement, les entreprises, etc. Ces actions de désobéissance un peu plus offensives, les militants les appellent parfois de la résistance civile. Pour comprendre de quoi il s'agit très concrètement, on va se rendre à Liège. Des militants écolos m'y ont donné rendez-vous, je vous y emmène. Je viens d'arriver à Liège et là j'arrive tout juste dans le petit parc de la Chartreuse. C'est un endroit très particulier parce que jusqu'à début octobre, ce parc c'était une ZAD, une zone à défendre. Et là je vais rejoindre des militants écologistes qui vont m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont défendu ce lieu. Ici, on se trouve sur la ZAD, ce qui était anciennement la ZAD de la Chartreuse. C'est un lieu que différentes personnes, dont nous, ici et là, avons choisi d'occuper parce qu'il y avait un projet de construction sur la forêt avec lequel on n'était pas d'accord et ça consistait de raser toute une partie de cette grande forêt. Et il y a plein de gens, donc des riverains, des activistes, des militants, des jeunes qui se retrouvaient plus dans les Jeunes pour le climat ou juste des gens qui voulaient défendre la forêt qui sont venus ici pour protéger les bois. Et donc ça veut dire s'occuper, occuper la zone et que venir y habiter devienne résister. L'occupation ici a duré 6 mois. Les zadistes ont quitté les lieux après que l'entreprise immobilière accepte d'abandonner son projet, malgré le permis de construction et une décision judiciaire favorable. C'est de l'action directe, c'est de la désobéissance civile puisque c'est pas autorisé. Mais moi, le mot que je préfère, c'est de l'action directe. En fait, on n'a pas besoin de manifestations, on n'a pas besoin d'accord, on s'en fout de toutes les lois et de tous les traités qui sont autour. Juste, en fait, c'est aussi simple qu'il y a un bois. Déforester en 2022, c'est un crime et donc on vient occuper le bois et on n'est pas d'accord avec ce qui se passe ici. Et à la place d'utiliser toute forme de lutte qui sont acceptées par nos politiques et nos forces de l'ordre, on fait le plus simple, on vient et on habite. Les zones à défendre n'ont pas toujours ce destin. En mars 2021, la ZAD d'Arlon, au sud de la Belgique, est démantelée. Après 1 an et demi d'occupation, les zadistes perdent la bataille face à la construction d'une zone industrielle et commerciale. Louise y était. La ZAD, c'est arrivé aussi comme une réponse après plein d'autres tentatives de dire qu'il y avait un problème dans notre société. En fait, moi je me rends compte aussi qu'avant d'arriver ici, j'ai essayé plein d'autres choses. J'ai été aux marches pour le climat, j'ai fait des pancartes, j'ai fait des sit-ins, j'ai partagé des choses sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'il faut qu'on diversifie nos moyens d'action parce qu'il y a certains moyens d'action qui ont peut-être fonctionné à une époque, mais qui, avec l'urgence maintenant, font moins sens, en tout cas qui, moi, font moins sens dans mon corps. Ces moyens légaux-là sont mis en place aussi pour continuer le système dont on n'a plus envie et plus besoin. Vous l'avez compris, une zone à défendre, c'est une technique de lutte. Une action directe de résistance face à une loi ou un projet contesté. Ça va un cran plus loin qu'une action plus classique de désobéissance civile, comme le blocage temporaire d'un site. L'avantage, c'est que l'impact est encore plus concret.
Et c'est aussi souvent un endroit de convergence des luttes. C'est-à-dire que d'autres militants, pas seulement des écolos, rejoignent le combat, genre des militants anticapitalistes. Ça donne de la force à la résistance. Mais il y a aussi des inconvénients avec ces actions plus directes. C'est d'abord difficile de convaincre l'opinion publique, parce que c'est illégal et parce que certaines revendications qui dépassent le strict cadre climatique ne sont pas partagées par tout le monde. Et puis dans une ZAD, ça peut dégénérer. Il peut y avoir des affrontements physiques. C'est ce qu'on va analyser maintenant en arrivant au bout de notre spectre des modes d'action. La méthode de la violence. Ensuite, on arrive progressivement à des modes d'action, oui, qui sont plus dans un sabotage plus direct, qui a des conséquences plus importantes et qui existaient déjà dans les années 90 pour faire augmenter, pour dissuader le coût des chantiers. Voilà, donc c'est plus ce qu'on retrouve dans les ZAD. Voilà, et l'autre bout du spectre, ce serait l'affrontement direct aussi avec les forces de l'ordre. Voilà, le but n'est pas forcément celui-ci en tant que tel, c'est de défendre un espace, quitte à devoir affronter la représentation de l'État qui cherche à détruire. Ce scénario de l'affrontement, on l'a encore connu récemment, en France. Le samedi 29 octobre 2022, des milliers d'agriculteurs et militants écologistes se retrouvent à Sainte-Soline, dans l'Ouest. Ils manifestent contre un chantier de méga-bassines, un stock d'eau de 16 hectares dont ils redoutent l'impact sur la biodiversité. Les manifestants pénètrent sur le chantier et les forces de l'ordre sont sommées de faire évacuer les lieux. Ça dégénère. Dans cette foule de militants, tout le monde n'a pas les mêmes intentions. C'est comme dans toutes les manifestations. Certains condamnent et refusent la violence, d'autres l'assument et estiment que c'est une réponse à part entière. En fait, l'État aujourd'hui protège les personnes dont je parle, qui sont des riches, qui ont des énormes propriétés privées. L'État aujourd'hui, la loi, la manière dont est organisée notre société, et donc la seule violence justifiée qui est la police, est là en défense du capital, est là en défense de tout ce qui détruit du coup notre justice sociale et climatique. Et on va se trouver face à des policiers et des policières qui sont là parce que c'est leur métier. Et c'est leur métier pourquoi ? Parce que l'État aujourd'hui pense comme les bourgeois. Et donc oui, la lutte passera par une lutte contre l'État et créera une autre forme de structure collective. Donc je ne m'inscris pas dans une structure anti-système de manière générale, contre tout système d'organisation, mais je m'inscris dans une lutte contre le système capitaliste et le système étatique actuel. Ouais. Cet affrontement face au système capitaliste, ça dépasse la lutte strictement climatique. Ça dépasse aussi les zones à défendre. Ça peut être des actions encore plus directes, comme du vandalisme ou du sabotage sur des biens. Enfin, ça peut être des petits actes que j'essaye de mettre en place avec des personnes, c'est de juste, par exemple, détruire des panneaux publicitaires, concrètement, en se disant que ça n'a pas sa place dans un monde dans lequel on veut vivre. Mais c'est du désarmement, là, donc c'est pas très violent. Si quelqu'un te tire dessus, tu lui retires son flingue, quoi. Et c'est ça, la violence, elle est légitime parce qu'elle est une forme de défense face à de la violence beaucoup plus grave qui nous tombe dessus, parfois de manière calculée, mais je crois aussi de manière juste systémique, dans le sens que c'est le système qui est basé là-dessus, sur les dominations. Ça. La violence symbolique ou physique, c'est un mode d'action, celui d'une minorité de militants. C'est risqué, mais c'est aussi celui qui a l'impact le plus concret et surtout le plus palpable. Par contre, cette méthode est très contestée. Elle est largement rejetée par l'opinion publique, elle peut être criminalisée par le politique et la justice, et donc elle peut décrédibiliser la cause climatique. Sauf que cette violence peut aussi servir les militants plus modérés. Au fur et à mesure qu'il y a une radicalité, y compris militante, il va y avoir une radicalité dans les discours qui peut vite se construire et labelliser, puisque bon, par mesure de solidarité, les militants vont évidemment soutenir sans forcément, peut-être pas soutenir l'action, mais soutenir au moins le principe. Donc, y compris les moins radicaux peuvent se radicaliser, ça c'est sûr. Et puis un autre point qui est important, ça permet aussi, pour ceux qui sont à la table des négociations, pour dire clairement, d'expliquer que eux ils sont dans une position plutôt de concertation,
mais qu'ils sont là pour canaliser, je dirais, la colère des autres. C'est-à-dire que c'est une sorte d'épée de Damoclès sur les décideurs, que voilà, il peut y avoir des actes plus graves qui peuvent apparaître. Donc ça peut être un jeu à deux, on peut dire, entre les formes différentes de militantisme. Tout ça illustre parfaitement le principe de la fenêtre d'Overton. Et si ça vous intéresse, on a réalisé une vidéo à ce sujet qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Pour nous, là maintenant, c'est l'heure de conclure. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Quand on utilise la méthode de la violence, on s'expose à des réponses en conséquence qui peuvent décrédibiliser la cause défendue. Car cette notion de violence est profondément politique. En tout cas, elle fait partie du large spectre des modes d'action. Elle est une des tactiques employées pour lutter en faveur du climat et elle s'inscrit dans un cycle de forte mobilisation né en 2018 avec les marches pour le climat. Ces manifestations pacifiques se situent à l'autre bout de ce même spectre. Grâce à leur popularité, elles ont permis de mettre la pression sur les décideurs politiques et ont obtenu des avancées. Mais ces avancées ne sont pas à la hauteur de l'urgence climatique actuelle. Alors les modes d'action se radicalisent pour inverser cette tendance. Ils passent notamment par la désobéissance ou la résistance civile. Ces méthodes peuvent avoir plus d'impact, mais sont aussi plus risquées et peuvent être moins populaires. Ceci dit, elles ne cherchent pas toujours à convaincre l'opinion publique, mais plutôt à gagner concrètement des batailles. Reste à savoir si l'un est vraiment possible sans l'autre. En attendant, tous ces modes d'action sont unis par la volonté de défendre la cause climatique. Chaque militant essaye de trouver la meilleure manière de faire. Chaque tactique a ses avantages et ses inconvénients. Les méthodes cohabitent et évoluent, et les acteurs se déplacent sur ce spectre. Il faut absolument écouter le message de ces jeunes ou moins jeunes qui se mobilisent, parce que dans le futur, ce qui va se passer, c'est pas que ces jeunes vont disparaître ou être convaincus qu'il n'y a plus besoin de changement, mais ils vont passer par d'autres moyens d'action, et honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui sont prêts à tout pour ça.